D'abord, merci de m'avoir donné l'occasion, grâce à cette invitation, de vous entendre, les deux. Et je crois que c'est vrai que quand on parle après deux personnes de terrain, ça devient plus difficile. Mais en principe, le deuxième personnage de terrain ne devait pas être là. Donc, il a fait une conférence qui touche de près ou de loin ce que j'avais bricolé moi-même. Donc, on va pas s'appesantir sur médias, si ce n'est la partie qui peut-être me concerne un petit peu. Le seul crédit que j'aurais par rapport aux médecines complémentaires, au-delà que je suis psychiatre, c'est que j'étais dans le groupe de pilotage de la faculté de médecine pendant une dizaine d'années de l'enseignement des médecines complémentaires avant que cette unité soit créée. D'ailleurs avec son chef, le professeur Bonvin, et on avait invité année après année un certain nombre de pratiques complémentaires, évidemment qui sont sous nos latitudes. Et Bonvin les filmait. Et on avait fait une espèce d'anthropologie comparée de ces pratiques, et souvent c'était extraordinairement frappant si on disait aux gens « Est-ce que c'est un rhumatologue ou est-ce que c'est un autre ?» Ils disaient « C'est un pédiatre ou bien c'est une médecine ?» Je ne vais pas dire lesquelles, on ne va pas se comparer, mais les gens trouvaient les étudiants trouvaient que souvent c'était équivalent. Alors, je vais vous économiser cette médecine et complémentaires et alternatives. Dans le fond, dans ma carrière où j'ai beaucoup travaillé dans le CHUV et j'ai été beaucoup en cancérologie, j'ai passé mon temps à croiser des gens qui, dans le cadre des prises en charge, des interviews, introduisaient constamment des médecines alternatives ou des médecines parallèles qu'on appelait à l'époque et qui ont été réappropriées par la médecine, notre médecine conventionnelle sous terme de médecine complémentaire en réalité, parce que ça arrange tout le monde de pouvoir y faire référence au moment où on a une certaine angoisse de l'aide supplémentaire qu'il faudrait apporter à nos patients. Alors, le terme croyance, évidemment, m'accrochait. J'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment des croyances? Qu'est-ce que c'est ces croyances? Quand on dit que le gouvernement suisse a décidé de réintégrer ces médecines, là, dans le texte, c'était traditionnel, donc je trouvais qu'il y avait aussi ambiguïté sur la terminologie, non conventionnelle dans l'assurance obligatoire, mais je ne vais pas m'absentir là parce qu'il y a des spécialistes du catalogue de prestations dans la salle. Que là, on a dit que c'était une nouvelle chance pour les médecines douces. Donc, qu'est-ce que c'est quoi? C'est les médecines douces, complémentaires, alternatives, parallèles. Donc, en bas, j'ai mis médecine traditionnelle, conventionnelle, occidentale. Quand vous allez au Canada, quand vous allez à Singapour, notre médecine qui se fait dans ce CHUV, c'est la médecine coloniale. Donc ça serait assez joli d'appeler ça la médecine coloniale, celle qu'on fait dans le département de M. Maillard. Et alors, je voulais juste dire un mot sur ce texte officiel. C'était écrit à ce jour, elles ont été accueillies provisoirement jusqu'en 2017, et M. Gras a 5 ans pour montrer que ces médecines remplissaient tellement les critères légaux d'efficacité, d'adéquation et d'économicité. C'est pas mon rôle du tout. Non, mais je vous attrape quand même au piège des académiques. Je dois toujours être des experts quelque chose. Et que, voilà, d'après le registre de la médecine empirique, il y en a déjà 17 200 qui sont quasiment connus. Il y en a encore 40 000 qui attendent. Et donc, on aurait en Suisse la plus grande cité mondiale de ces thérapeutes. Donc, c'est vous dire, est-ce que c'est croyance au-delà des croyances? Est-ce que c'est entré dans notre quotidien? Est-ce que c'est partie de notre système, effectivement, comme vous l'avez dit, de pluralité de représentation, de notre supermarché des valeurs, des présentations, comme le disent les anthropologues, et puis chacun, entre le religieux, les croyances, les pratiques, les médecines, les goûts, on fait notre supermarché, on fait notre métissage individuel de ces choses. Alors, les activités de ces médecines complémentaires, c'est les CAM, ça c'est la terminologie américaine. Je pense qu'il y a un aspect très médiatique qui fascine. Quand vous avez plus de gens qui vont à Beaulieu à Medmat Expo qu'à nos congrès du CHUV, on voit qu'ils ont l'élégance de se mettre avec agrobiorama, donc très vite, on parle plus trop de médecine que de confort, que de vécu, que de sens, d'avenir, d'écologie, et que dans le fond, ils sont dans un créneau très, très, très porteur. Donc, c'est traitement naturel, c'est un bien-être spirituel et émotionnel. Dans le fond, je trouve complètement ce que j'ai essayé d'enseigner toute ma vie pour la psychiatrie, mais évidemment, elle a moins de succès. Le toucher, le parler, les approches corporelles, consacrer du temps, l'écoute. Et dans le fond, c'est toute cette histoire, et c'est pour ça que vos deux projets de terrain,
c'est l'empowerment du patient, c'est-à-dire comment, plutôt que d'essayer de prouver s'il a raison ou pas raison, c'est comment dans le soin, et ça j'ai fait quand même beaucoup dans ma vie et j'ai peu prescrit de médicaments, aller à la rencontre des ressources de la personne, comment les valider, comment les mettre en perspective, comment les articuler, tout en s'appuyant évidemment sur un savoir pour ne pas faire n'importe quoi, mais en allant très fortement quand même jouer entre le singulier, une pratique, ce rêve, et quelque chose qui a une certaine consistance en termes de savoir partageable. Donc on est un peu dans un paradoxe de cette Suisse qui veut une validation scientifique des quelques pratiques qu'elles ont accueillies et qui en même temps est complètement nourrie commercialement, économiquement, en termes de valeurs et de nouvelles mondes de présentation par ces 30 000, 100 000, 150 000 offres qu'on peut aller voir au comptoir suisse. Donc une autre chose qui m'a frappé, c'est que si vous prenez, vous l'avez évoqué, donc je ne vais pas prendre trop de temps, mais si vous évoquez les autres instances mondiales, et M. Grand a montré l'état, mais le prestigieux National Institute of Health dit que dans ses missions des médecines complémentaires, on s'est informé, former les gens, mais toujours conduire des recherches exigeantes sur ces médecines. Et je pense que dans le monde contemporain, donc là je ne vais pas dire tout ça, mais dans le monde contemporain où on voit que le modèle occidental a ses limites, ce modèle occidental dans le fond digitalisé, numérisé, qui doit quantifier les choses, et que tout à coup on s'achoppe, qui a abouti à un certain modèle économique, à un certain modèle de rentabilité, d'efficacité, et on n'a jamais vu autant ces dernières années. On le réfléchissait par rapport aux médecines complémentaires dans notre couple, mais on n'a jamais vu autant. On s'achoppe tout à coup à d'autres modèles de compréhension du monde, d'autres modèles intégratifs qui, comme par hasard, rejoignent ce que quand vous êtes, comme ici par exemple, aux limites de ce que les modèles de la médecine peuvent offrir, vous êtes obligé d'aller faire une alliance forte avec qui est la personne, quel que soit le quantifiable de ce qu'il va nous dire. Et donc, je dirais que la médecine globale, on voit bien que, et même dans les instances américaines, toute la médecine basée sur, enfin la médecine manuelle, toute la médecine basée sur une meilleure articulation de corps et d'esprit, et puis peut-être d'autres pratiques, ayurvédiques ou la médecine chinoise, vont constituer progressivement une espèce de système intégratif pour beaucoup de pathologies, et ça c'est toutes les pathologies qu'un psychiatre va rencontrer quand la médecine somatique a ses limites dans un hôpital comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une douleur chronique? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un cancer désespérant? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de vieillir? Voilà. Et puis le syndrome prémenstruel, est-ce que toutes les médecines sont là pour en faire une vraie maladie, ou c'est quelque chose qu'on doit comprendre plutôt comme la physiologie de la femme dans la différence et la spécificité d'une étude du genre, par exemple? Et puis, ils disent même, pour donner des explications aux croyances, il y a beaucoup de travaux, disent, mais est-ce que c'est pas l'effet placebo qui fait ça? Or, peut-être pour les gens non informés, l'effet placebo est en train de devenir extrêmement scientifique, puisque les pharmacologues montrent, et les neurosciences montrent, que ce qui est extraordinaire avec un certain nombre de produits placebo, c'est qu'ils configurent les mêmes réseaux neuronaux et les patterns comportementaux scientifiques, et notamment dans le domaine de la douleur, vous aurez des placebos qui vont utiliser le même trajet que certains circuits opioïdes et morphiniques. Donc même l'effet placebo est en train de nous offrir des surprises. Ce n'est pas du chamanisme, mais c'est quelque chose d'un modèle de représentation du monde, de notre pensée, qui va épouser nos circuits, comme en ce moment je suis en train de vous parler de manière tout à fait individuelle, mais en épousant quand même des circuits qui ressemblent un peu aux vôtres. Alors après je passe là parce que monsieur Gras a fait ça beaucoup mieux. Il y a toutes sortes d'articles qui montrent l'utilisation de ces médecines complémentaires pour la digestion, pour le cancer. Pour mon domaine à moi, je me limite à ce genre de domaine, c'est-à-dire si tu es totalement passif, tourne-toi juste sur la médecine, et puis si tu as envie d'avoir des ailes, eh bien va chercher d'autres choses pour t'aider. Pour certains médecins, c'est une paresse, c'est de dire mais oui, allez chercher d'autres choses, à la place d'essayer de voir en quoi la ressource de la personne peut faire une alliance forte dans la prise en soin. Donc ça, je vous fais l'économie. À Singapour et dans les pays de type anglo-saxon, mais plongeant leurs racines dans une autre culture, 80% des gens utilisent la médecine traditionnelle chinoise, puisqu'ils sont à 80% chinois, et la médecine dite coloniale. Et que donc, la recommandation, c'est que les médecins occidentaux auraient bien avantage à apprendre à communiquer là-dessus avec leurs patients. Donc on est tout en train de rejoindre notre terrain. Et donc j'ai envie de dire, ce qui est drôle, c'est que quand on parle de médecine intégrative,
eh ben, c'est exactement les standards de la médecine contemporaine, du projet infirmier chez nous, c'est-à-dire ben, c'est l'importance de la relation. Il faut s'adresser à la personne dans sa globalité, il faut privilégier la décision partagée, mais si vous ne croyez pas scientifiquement à ce que vous dit votre patient, comment est-ce que vous faites une décision partagée? Et puis il faut faire approche, il faut essayer de faire les choses de manière intégrée. À ce stade-là, j'aimerais citer François Julien, qui est professeur, qui a la chaire d'altérité à Paris, au Collège d'études mondiales Maison, et je vous recommande la lecture d'un petit livre qui s'appelle « Entrer dans une pensée ou des possibles de l'esprit » et qui dit, alors moi j'ai recollé ça, place de l'usager dans la décision partagée. Est-ce que cet usager, je dois le lire à travers mon kaléidoscope occidental et de ma médecine allopathique, ou bien est-ce que je dois me décentrer de lui, ou bien est-ce que je dois récupérer ce qu'il est? Je vous dirais que dans les médecines complémentaires, j'ai plutôt l'impression qu'on va récupérer des morceaux de ces cultures différentes pour étoffer nos limites, plutôt que de dire qu'on doit cohabiter. Je crois que M. Grave complète là, la présence de multiples rationalités, ou la présence de rationalité et d'émotionnalité, ou de la présence de choses scientifiques et d'un système de valeurs de type sens humain réflexif. Ça, c'est l'humain contemporain, c'est-à-dire qu'il doit intégrer des choses mesurables et des choses qu'on peut comprendre. Et donc, j'aime bien ce que dit Julien. Il dit les possibles de l'esprit, c'est-à-dire tous les autres qui ne pensent pas comme nous, produisent la diversité et rétablissent la parité. C'est-à-dire, ce n'est pas un modèle dominant, mais c'est la pluralité des possibles. Le pluriel multiplie notre intelligence, désenlise, désexclut. C'est ce que dira M. Maillard, parce qu'il a dit pourquoi vous n'écoutez pas les autres. Voilà, c'est pour les exclure. Il faut savoir la science ou pas la science, il faut savoir entrer et sortir. Là, je fais de la science. Là, je fais un terrain pour essayer de voir comment ces gens, dans leur empowerment, vont pouvoir eux-mêmes nous apporter des solutions. Je ne vais pas me précipiter sur la médecine chinoise par culpabilité, par compromis, par annexion, parce que je dis que je suis contemporain. Je vais devoir l'observer dans son modèle de pensée différent, complètement structuré différemment que par rapport à notre système grec ou hébreu qui nous apportait une parole venue d'ailleurs. Elle est complètement construite à l'intérieur d'un processus. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et, dans le fond, c'est un plaidoyer pour devenir compréhensif au sens de comprendre, avec une intelligence polyglotte et traductrice. Donc, c'est ce que dit Julien. Évidemment, c'est assez ambitieux pour nous qui parlons une, voire deux langues et demie, mais c'est un avenir pour nos enfants. Et puis, je dirais que moi, toute ma carrière, eh ben, j'ai dû faire un système de soins qui s'ouvrait à la différence. La principale différence, ça va être le patient psychique. Mais partout où vous allez maintenant, la plupart des différences et les patients qui sont envoyés à psychiatre maison là, ils viennent d'ailleurs, ils ont été traumatisés ailleurs, ils apportent des forces d'ailleurs. Et je fais beaucoup de supervision et maintenant on me présente des tas de cas. Chaque fois qu'on me les présente, on me dit « un monsieur de tel âge qui a tel diagnostic et tel médicament ». Et j'ai dit « mais il est comment ce monsieur? Je ne le vois pas, il a quel âge? Ah ben il a une maman tamoule. Ah il a épousé la jeune fille au père qui fait des convulsions, mais elle vient du sud du Maroc. Ah bon? Puis alors vous avez dit quoi? Ben, c'est une blessure narcissique, c'est une... Je dis, mais vous ne croyez pas que c'est d'abord une petite jeune fille qui pensait trouver un espoir ailleurs, dans une autre histoire, et qu'il faut comprendre le contraire? Ça, c'est l'empowerment. Alors voilà, donc on doit faire toutes ces choses, et je dirais, comme Hannah Arendt, eh ben, la science de cet hôpital, elle est du domaine des explications. Erklären, j'explique, c'est la science. Qu'est-ce que c'est? Alors, probablement, pour certaines de ces médecines, on va dire ce que c'est. C'est une molécule qui va utiliser les mêmes circuits opioïdes que l'autre, et puis le professeur Chapman a fait ça merveilleusement toute sa carrière. Mais après, vous avez un gradient, et en face de moi, en face de vous, on a qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle porte, qu'est-ce qu'elle véhicule, et ça, c'est du Verstehen. Je dois comprendre cette existence différente qui m'apporte ses richesses et ses valeurs, et mon choix médical, il est entre deux, c'est ce gradient. Des fois, si c'est la malaria et qu'on a des solutions pour la traiter, je dois être beaucoup dans qu'est-ce que c'est. Si je suis ailleurs, pour beaucoup de situations, et peut-être même 90% des cas, comme chez le généraliste, c'est qui c'est et qu'est-ce qui m'apporte comme solution pour trouver la solution. Voilà, je vous remercie de le voir.